Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Ok, top, super. On va attendre juste, je pense, 30 secondes que les gens se connectent. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir avec Tom. Du coup, Tom, qui va se présenter juste après, qui est un expert Reddit, qui a créé une agence qui s'appelle Pimp My SaaS, qui vous permet du coup d'améliorer votre visibilité dans Reddit. Et l'idée, en fait, c'est d'organiser un webinar pour vous aider à comprendre comment Reddit peut vous aider à influer les réponses des IA et comment, du coup, l'utiliser au maximum. On va commencer très rapidement. Je vous prends pas trop de temps par présenter Meteoria. Donc, Meteoria, c'est un outil d'analyse de la visibilité des marques dans les réponses des IA génératives. Moi, je m'appelle Idriss Coder. Je suis un des cofondateurs et le CEO de Meteoria. On accompagne aujourd'hui la moitié de nos clients, ça va être des agences de marketing digital. On en a mis quelques-unes ici en exemple qui utilisent notre outil pour leurs clients qui sont des marques. L'autre moitié de nos clients, ça va directement être des marques, toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité confondu, avec un focus intéressant sur le retail, les entreprises aussi qui ont des points de vente. Il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là, dans tout ce qui est optimisation de la visibilité dans les réponses des IA génératives. On a deux principaux cas d'usage. Le premier, ça va être de vous aider à améliorer votre visibilité sur des prompts qu'on va appeler commerciaux. Par exemple, quand quelqu'un va taper dans le chat GPT, j'ai envie d'acheter un de vos produits ou un de vos services, et faire en sorte que votre marque apparaisse dans les réponses. Et le deuxième cas d'usage, il va être plus sur la notoriété de la marque. Quand quelqu'un va demander, par exemple, à ChatGPT quels sont les avis des clients sur votre marque, on va analyser les réponses, on va regarder si c'est plutôt positif ou négatif. Et si c'est négatif, on va comprendre où est-ce que les IA ont trouvé ces informations sur le web pour pouvoir venir influencer les réponses. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire un webinar par rapport à Reddit, parce que Reddit, c'est une très grande source de données utilisée par les LLM. Donc si on contrôle en fait les narratifs sur Reddit, on va être capable d'influencer les IA. Et Tom est expert à ce niveau-là. Donc Tom, je vais te laisser te présenter. Ouais, merci Idriss. Bonjour à tous, donc moi je suis Tom, je suis plutôt fondateur de SaaS à la base. Donc j'avais monté une boîte qui s'appelait Pixelme qu'on a revendu à Carbon 6. J'ai une autre boîte qui s'appelle MailTracker qui a été créée par Hunter.io et une qui s'appelle Podawa qui a été créée par Wallaxy. Donc on opère toujours en parallèle. Et il y a un an, on a lancé une agence focus sur Reddit pour accompagner les boîtes sur Reddit dans l'objectif principal d'augmenter leur présence dans les LLM et comme disait Idriss aussi de changer la narrative, aller répondre à des questions précises, etc. Donc bon, on reviendra un peu dessus, mais en gros c'est ça l'idée. Avant qu'on commence, on en parle à chaque webinar, mais c'est important de bien comprendre comment les IA fonctionnent, parce qu'une fois qu'on a compris comment une IA fait pour passer d'un prompt à la génération d'une réponse, on va comprendre comment influencer sur ces réponses. Donc, je vais le réexpliquer. Si vous étiez là au dernier webinar, désolé, mais je vais reprendre 5-6 minutes juste pour expliquer. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là vont tout avoir en tête et le reste du webinar, du coup, sera beaucoup plus logique. Donc, comment fonctionnent les IA? Quand vous allez poser des questions à un LLM, ce qui va se passer, c'est que dans la majorité des cas, il va lancer des recherches sur Internet pour venir générer la réponse. L'idée, c'est qu'alors, ça va dépendre des LLM et Perplexity, par exemple, si vous lui posez une question, par défaut, il va lancer une recherche sur Internet. Il a été fait comme ça. L'idée, c'est il va lancer une recherche sur Internet pour avoir des données les plus fiables possibles pour pouvoir générer sa réponse. ChatGPT, il a un fonctionnement un peu différent. Quand vous allez lui poser une question, il a un premier algorithme en fait qui va déjà déterminer est-ce que la question que vous lui avez posée nécessite une recherche sur le web ou pas.
Par exemple, si vous lui demandez où est située la Tour Eiffel, il sait qu'il n'a pas besoin de rechercher sur Internet pour répondre à cette question et il peut se baser uniquement sur sa base d'entraînement. Sa base d'entraînement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a scrappé à peu près tout le web pour venir entraîner son modèle. Et vu qu'il a scrappé tout le web, il a déjà plein d'informations, un peu des informations à des grandes questions universelles dont les réponses sont très facilement identifiables. Sauf que quand on va lui poser en fait des questions qui sont liées, par exemple, à de l'achat de produits ou de services, du style j'ai envie d'acheter une raquette de tennis, laquelle me conseilles-tu? Il sait qu'il va avoir besoin de faire des recherches sur Internet pour pouvoir avoir des informations précises et venir générer une réponse qui va satisfaire l'utilisateur. Et ça, c'est un point super important parce qu'en fait, à partir du moment où le LLM va faire des recherches sur Internet, ça veut dire qu'il va utiliser des sources externes de données. Et donc, si on influe sur ces sources externes, on va pouvoir influer sur la réponse. Donc, comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle le prompt input. Donc, c'est un utilisateur va taper son prompt dans le LLM, donc par exemple dans ChatGPT. Ensuite, ce que va faire le LLM, c'est qu'il va transformer ce prompt-là en query fan-out. Donc, les query fan-out, c'est des mots-clés que ChatGPT, par exemple, va taper dans Google pour aller identifier des sources de données. Il va lire le contenu de ces sources et il va générer la réponse. Donc là, cette étape, elle est super intéressante parce que, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que ChatGPT, quand on va lui poser une question en français, il va faire souvent 2 recherches sur Internet. Il va faire une recherche en français et une recherche en anglais. Donc, par exemple, si je lui demande, je lui dis, je suis un homme, j'ai 30 ans, j'ai un bon niveau en tennis, recommande-moi une raquette. Donc, il va transformer ma question en 2 recherches sur Google. La première, ça va être en français, par exemple, meilleure raquette tennis, homme 30 ans. Et la deuxième, ça va être la même, mais traduite en anglais. Perplexity, lui, c'est un peu différent. Il va faire, en tout cas sur sa version gratuite, uniquement une recherche qui va être dans la langue du prompt. Et ça, c'est important parce qu'en fait, vu que ChatGPT recherche en anglais, la moitié des sources de données qu'il va identifier vont être en anglais. Et c'est là que Reddit va avoir un fort impact parce que Reddit, ils ont un très bon référencement sur toutes les SERPs anglophones. Il y a des millions, je pense, de threads Reddit qui ont été créés, qui sont référencés du coup sur des mots-clés, mais surtout des mots-clés anglophones. Donc, plus le LLM recherche en anglais, plus il a de chances de tomber sur ces Reddit-là. Et ça, c'est du coup la marque de fabrique de ChatGPT d'aller rechercher à chaque fois en anglais, en plus de la langue du prompt. Ensuite, l'idée, c'est qu'à partir de ces recherches-là, les LLM vont identifier des sources de données. Donc, ce qu'ils vont faire globalement, c'est qu'ils vont scraper les SERPs Google. Donc, la SERP, c'est en fait la page de résultats organique de Google. Et ensuite, donc, imaginons par exemple, ils vont scraper la SERP sur un mot-clé. Ils vont récupérer peut-être le top 20, le top 30 ou le top 40 des sources les plus utilisées par les IA. Des sources, enfin des pages web qui sont référencées sur Google sur ce mot-clé-là. Et ensuite, à partir de ces pages-là, ils vont avoir un algorithme qui va en sélectionner un certain nombre, aller lire le contenu de ces pages-là pour générer la réponse. Et ce qu'on peut voir, c'est que ChatGPT, en moyenne, quand on va venir l'interroger, donc on va lui poser une question, il va en moyenne consulter 22,7 sources pour venir générer la réponse. Perplexity, à peu près 10,2. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que donc, ces pages-là, elles sont souvent bien référencées sur Google, mais ce n'est pas parce que ma page est référencée, par exemple, numéro 3 sur Google, qu'elle va forcément être utilisée en tant que source de données. Parfois, ChatGPT va préférer prendre le 11e résultat parce que c'est un post Reddit et il va déterminer, en tout cas son algorithme a été entraîné pour savoir que il préfère utiliser une source Reddit parce que ça va être, Tom va l'expliquer, mais du contenu créé par des utilisateurs, donc qui est moins facilement influençable par les marques. Donc, les informations qu'il va pouvoir tirer de ce contenu-là vont être plus fiables. Donc voilà, donc ça c'est un algorithme qui est important à comprendre parce qu'il ne suffit pas en fait que ma page soit référencée numéro 1 sur Google pour qu'elle soit utilisée en tant que source de données. Il y a une très forte corrélation en fait ensuite entre les marques qui vont être mentionnées dans les sources de données et celles qui vont être mentionnées dans la réponse de l'IA. Donc en fait, nous, ce qu'on conseille à nos clients pour améliorer leur visibilité, ça va être de faire en sorte d'apparaître dans un maximum des sources qui sont utilisées par les IA sur un prompt en question.
Et si j'apparais en fait dans les 22 sources, par exemple, que ChatGPT a consultées, c'est presque sûr que ma marque apparaîtra dans la réponse. Et donc, lié à tout ça, quand on fait des analyses, donc il y a plusieurs millions de prompts qui sont monitorés tous les mois sur Metoria, et ce qu'on peut voir, c'est que Reddit, c'est de loin la première source de données la plus utilisée. Ensuite, on va retrouver d'autres réseaux sociaux, par exemple comme LinkedIn. Et vu que Reddit est la première, c'est celle sur laquelle on va pouvoir, c'est celle sur laquelle en tout cas on conseille de travailler en priorité pour venir influencer les réponses des IA. Et ça va être valable pour plein de secteurs d'activité différents. On peut voir par exemple que dans le e-commerce, c'est beaucoup utilisé, mais il y a aussi d'autres secteurs d'activité en B2B, par exemple, dans tout ce qui va être les questions autour des logiciels, c'est très, très utilisé. Et pas uniquement que sur l'aspect commercial. Sur l'aspect réputation de la marque, c'est aussi très utilisé. Par exemple, si on demande à ChatGPT quels sont les avis des clients sur les produits Decathlon, on peut voir qu'il va souvent aller identifier les informations nécessaires à la construction de la réponse dans des threads Reddit. Donc avec Reddit, on peut influencer à la fois sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie liée à la réputation de sa marque. Et Tom, je vais te laisser du coup prendre la suite et nous parler un peu de ce que tu fais. Yes, celle-là, du coup, tu peux Ouais. Du coup, tu as donné pas mal d'infos. Donc Reddit, c'est quelque chose c'est une plateforme qui est vraiment qui est pas nouvelle du tout. Ce qui a changé et ça a commencé à changer il y a 2 ans, c'est que Google a commencé à vraiment indexer Reddit beaucoup plus et notamment sur des recherches où on se disait waouh, c'est quasiment impossible, en tout cas avec mon site internet, mon blog super optimisé d'apparaître. Et il y avait des threads Reddit qui remontaient alors qu'ils n'étaient pas forcément très très beaux, ils n'avaient pas des milliers de réponses. En tout cas, il y a eu un vrai choix côté Google et notamment ils ont fait un deal Google avec Reddit. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à augmenter énormément la présence de Reddit sur Google, ce qui a entraîné une augmentation de la présence de Reddit dans les LLM. Mais bon, ça, on pourra revenir dessus. Et on en parlait tout à l'heure, en fait, juste avant le webinar. Google, de ce qu'on a vu en tout cas, ce qui se passe, c'est quand vous allez faire des recherches sur Google, donc tous les mots-clés que vous allez taper dans son moteur de recherche sont récupérés forcément par Google. Ils font beaucoup d'analyses de données dessus. Et en fait, au bout d'un moment, ils s'étaient rendus compte que quand les gens faisaient des recherches, souvent, ils rajoutaient le mot-clé Reddit à la fin de leur recherche parce qu'en fait, ils voulaient des résultats, par exemple, je ne sais pas moi, meilleure raquette de tennis. Les gens tapaient ça et ils tapaient Reddit pour avoir la réponse dans Reddit. Et vu que les gens tapaient ça, Google s'est dit, OK, les gens aiment beaucoup Reddit en tant que source de réponse. Du coup, on va faire en sorte en fait que même quand la personne n'a pas tapé le mot-clé Reddit à la fin de son mot-clé, on va quand même lui afficher du Reddit. Et il me semble que c'est ça qui a entraîné justement la volonté de Google de prioriser Reddit dans son moteur de recherche. Et sûrement, du coup, ensuite, le deal qu'ils ont fait où ils sont maintenant au capital de Reddit. Ouais, complètement. Ça, je pense que c'est un mix de tout ça. Et il y a aussi, à mon avis, bon, ça, on n'a pas de certitude, mais Reddit, c'est des données d'opinion. Les gens, ils vont aller un peu plus loin dans leurs propos qu'un simple avis. Ils vont répondre, ils vont se nuancer parce qu'en fait, il y a quand même des fois, ça se trash super fort sur Reddit. Et a priori, Google, elle s'est dit, bah, en fait, avec les IA qui arrivent, avec tout ce qui est généré par des IA, etc., on a un intérêt assez fort à promouvoir du contenu qui n'a pas été ultra optimisé pour Google ou pour les IA avec. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a pas depuis quelques mois, Google ont pénalisé beaucoup tous les articles qui vont lister juste les 10 meilleurs outils pour faire du cold email, etc. Ce genre d'articles-là, ils ont pris des grosses claques. Nous, ça nous est arrivé sur MyTracker et sur Podawa, parce qu'en fait, c'était trop standardisé, c'était toujours le même type de réponse et il n'y avait pas de données poussées sur les outils. Et donc tout ça va dans le sens de, en fait, Reddit, c'est des données d'opinion et que ce soit les LLM ou que ce soit Google, il y a vraiment une grosse appétence pour eux à aller chercher ces données-là et les utiliser. Donc, voilà, les chiffres, ça varie, en plus ça change tout le temps, mais clairement, nous, on le voit sur nos clients. Reddit, c'est entre 10 et 20% des citations.
parce que on a pas mal de clients en B2B SaaS, et donc c'est très, très puissant en B2B SaaS. Et pour la plupart des clients, en tout cas, il y a quand même beaucoup de Reddit qui arrivent. Voilà. Et après, bon, on reparlera un peu plus de Reddit, mais il y a 1,2 milliard d'utilisateurs actifs, donc c'est vraiment un mastodon. Donc, Et OpenAI et Reddit sont très proches. Il me semble que je ne connais pas les synergies exactes, mais je ne sais plus si Sam Altman a investi dedans. En tout cas, c'est sûr que c'est très, très proche. Et ça push, je pense aussi, OpenAI, donc ChatGPT, à aller récupérer des informations sur Reddit. ouais, Aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir exactement, en fait, s'il y a un lien particulier dans le sens où nous, quand en fait, on va analyser, par exemple, les réponses de ChatGPT sur un prompt en question, on peut décortiquer la logique interne du LLM. Donc, on peut voir les recherches qu'il a fait sur Google, mais on n'est pas capable de, en tout cas, il n'y a pas dans les informations qu'on est capable d'analyser d'informations qui nous diraient qu'ils iraient directement via l'API de Reddit rechercher des informations. On pense qu'en fait, ils récupèrent les Reddits de manière indirecte parce qu'ils sont référencés sur Google sur les query fan-out, donc les mots-clés que les IA vont taper. Et vu que ChatGPT recherche beaucoup en anglais, forcément, il va tomber sur des Reddit dans les résultats Google. Et d'ailleurs, quelqu'un dans le chat posait une question. Lors de l'analyse de visibilité sur des prompts, est-ce que c'est intéressant d'inclure quelques prompts en anglais, même pour un site qui cible le marché français? La recommandation, en fait, c'est de se dire que si vous ciblez le marché français, il faut monitorer des prompts en français parce qu'en fait, vos clients finaux vont faire des recherches concernant vos produits ou vos services en français, vu qu'ils sont français. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne va pas déclencher l'apparition de Reddit en tant que source de données. Vu que ChatGPT, lui, sur un prompt en français, va automatiquement rechercher en anglais, il va tomber sur des pages Reddit qui seront utilisés en tant que source de données. Donc, il n'y a pas besoin de monitorer en anglais pour tomber sur du Reddit. Et il faut d'ailleurs monitorer de manière à être cohérent par rapport à son utilisateur final. Alors, 10% versus 3% mentionnés précédemment. Effectivement, alors, nous, 3%, c'est sur les millions de prompts Météoria qui sont monitorés. On peut voir donc tout secteur d'activité confondu, plutôt langue française, c'est 3%. 10%, c'est côté Tom, parce que alors, Tom utilise Météoria pour monitorer en fait, la visibilité de ses clients qui sont plutôt des SaaS B2B anglophones. Donc là, forcément, Reddit va être surreprésenté en fait, dans ce secteur-là. Donc 10%, c'est énorme pour le coup, mais c'est lié en fait au secteur que Tom monitore. 3%, ça peut paraître faible comme ça, mais c'est quand même énorme en fait en termes de moyenne parce que en fait, c'est de loin la première source quand on analyse et quand on regarde ceux qui arrivent après, il me semble que c'est LinkedIn qui arrive après, on est 2 ou 3 fois moins mentionné que Reddit. Donc, l'idée, Tom, si tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment fonctionne Reddit et comment toi, tu arrives à en tirer parti, justement, pour les marques que tu accompagnes. Ouais. Donc, Reddit, c'est un forum. Donc, ça, c'est le côté basique. Et ça fonctionne comment? Il y a des communautés qu'on appelle des subreddits à l'intérieur. Et chaque communauté va être sur différents sujets. Donc, il y a à peu près tout ce que vous voulez. Il y a les sujets sur le cold email, il y a des sujets sur les assurances, il y a des sujets sur le sport. Enfin, il y a vraiment plein de communautés qui existent. Et chaque communauté est gérée par des modérateurs qui ont la main sur la communauté. Et donc ça, c'est vraiment un point à pas oublier, c'est que du coup, chaque communauté a des règles de modération différentes. Elle est plus ou moins restrictive en termes de ce qu'on peut poster, qui peut poster dedans, etc. Donc ça dépend vraiment des modérateurs. C'est eux qui font donc il y a Reddit qui fait une partie du filtre, mais il y a aussi les modérateurs qui font une grosse partie du filtre. Et pour pouvoir être présent sur Reddit, aller poster des commentaires, aller créer des threads. Donc un thread, c'est on crée un espèce d'article, on pose une question, une description, et après il y a des gens qui viennent commenter ces threads-là. Et donc pour avoir le droit de faire tout ça, donc soit poster des threads, poster des commentaires, mettre des upvotes, etc. Donc les upvotes, on peut le faire dès qu'on veut, mais en gros, pour pouvoir poster des threads, notamment, il faut un certain niveau de karma. Et le karma sur Reddit, il s'acquiert au fur et à mesure du temps
plus on va poster, plus on va engager, plus on va avoir de gens qui vont aimer notre contenu, donc aimer les commentaires qu'on a postés, donc mettre des votes tout simplement, et plus le karma va augmenter. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, demain, vous ne pouvez pas dire je vais créer mon compte et je vais aller sur Reddit spammer la terre entière ou aller où je veux poster parce qu'en fait, vous serez bloqué parce que vous n'aurez pas assez de karma pour rentrer. Et surtout, si vous y allez, que vous avez un comportement qui n'est pas considéré comme approprié par Reddit, vous allez vous faire ban en moins de 2 heures à peu près. Globalement, il faut vraiment se dire que quand on crée un compte sur Reddit, on va faire ce qu'on appelle un warm-up, exactement comme dans le call d'email. C'est-à-dire au début, on va avoir un comportement de je me balade sur Reddit, je vais liker des posts, liker des commentaires. Au bout d'un moment, je vais commencer à interagir, mais doucement, et surtout pas de promo, surtout pas de quoi que ce soit qui pourrait être mal perçu. Et une fois qu'on a grossi ce karma, au bout de quelques semaines, là, on va commencer à pouvoir poster et potentiellement, on va pouvoir commencer à poster sur notre marque, etc., sur ce qu'on a envie de dire. Il faut quand même se dire toujours que sur Reddit, c'est très mal vu de faire de la promo. Donc, il faut avoir une approche de je réponds à une question, j'apporte des données spécifiques sur un outil, sur une recommandation, mais je ne vais pas faire de la promo directement, ou en tout cas, je vais essayer de le faire le plus discrètement possible et que ça ne soit pas mal vu par les modérateurs. Parce que, comme je vous disais, il y a plusieurs niveaux de modération. Le premier, c'est Reddit, donc ils sont assez bons pour détecter si d'habitude vous ne postez pas dans ce thread-là, si vous avez l'air d'avoir un comportement qui n'est pas normal, qui est trop rapide, etc. Et ensuite, donc ça, c'est flag par Reddit. Et ensuite, les modérateurs, eux peuvent aussi dire ce commentaire, on dirait que c'est de la promo. Je supprime le commentaire, je peux ban la personne du subreddit. Donc après, vous ne pouvez plus poster dans ce subreddit-là. Et à terme, en fait, s'il y a trop de gens qui reportent que vos commentaires ne sont pas bien, Reddit banne votre compte. Et donc, vous ne pouvez plus du tout poster avec cet compte. La grosse différence qu'on a quand même par rapport à un LinkedIn, un Twitter, peut-être Twitter un peu moins, mais par rapport à un LinkedIn, c'est que sur Reddit, vous n'avez pas d'identité propre au sens, vous n'avez pas d'identification de qui est la personne derrière le compte, ce qui a l'avantage de dire que vous pouvez créer des comptes autant que vous voulez et vous faire ban et en créer. C'est moins grave que quand vous perdez votre compte LinkedIn. Pour avoir des copains qui se sont fait ban leur compte LinkedIn, c'est beaucoup plus embêtant parce que pour le coup, c'est associé à votre nom, votre prénom. Des fois, c'est associé à votre carte d'identité ou passeport. Et donc après, vous ne pouvez plus utiliser LinkedIn. Et donc, ça devient très compliqué. Sur Reddit, ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, quand un compte a pas de karma, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, il faut vraiment avoir cette notion de karma. Et si tu te fais ban ton compte et que tu as déjà créé plein de threads ou commenté plein de Reddit, du coup, tu perds ce que tu as fait? Non. Alors ça, c'est la particularité de Reddit, c'est que à moins de perdre une communauté entière où là, ils ferment complètement, les commentaires des gens, alors soit ils ont été, pardon, alors c'est soit le commentaire a été retiré par le modérateur, donc là, le commentaire n'existe pas. Mais par contre, si tu as mis 100 commentaires et qu'à un moment donné, tu as fait n'importe quoi et que ton compte est supprimé, et ça arrive vraiment très souvent, les commentaires qui n'ont pas été supprimés en amont restent visibles et restent sur Google et restent cités par les LLM. C'est-à-dire qu'à priori, de ce qu'on a vu pour l'instant, les LLM sont agnostiques de savoir si le compte existe, s'il a une antériorité, s'il a du karma, etc. Et s'il est supprimé, ils sont quand même OK pour le citer. Donc, ce qu'on suppute, c'est que le LLM, il passe sur la page de Reddit, il récupère les commentaires et il part du postulat que en fait, le compte Reddit en lui-même, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est ce qu'il a dit parce que de toute façon, c'est anonyme. Et donc, c'est peu importe qui le poste. Donc, ça, c'est un point intéressant. Ouais. Ok. Et du coup, si je résume, en fait, donc l'idée, c'est pour les marques d'avoir accès à plusieurs comptes qui sont warm-up, donc qui viennent pas d'être créés, mais qui ont été créés il y a quelques temps, qui ont du coup du karma pour pouvoir passer un peu incognito et venir créer des threads donc dans des communautés communautés Reddit. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi avec d'autres comptes venir commenter ces threads. Parce que c'est ça qui est intéressant sur Reddit. Imaginons par exemple, je sais pas moi, tu vends des raquettes de tennis. Sur le prompt, quelle est la meilleure raquette de tennis? Tu te rends compte que ChatGPT, il va beaucoup chercher des informations sur Reddit. Donc, ce que tu peux faire, en fait, c'est venir commenter les Reddit
qui sont déjà existants pour que ta marque de raquette de tennis apparaisse dans ce Reddit-là, mais tu n'es pas sûr s'il y a déjà eu 100 commentaires que Reddit, en fait, enfin, ChatGPT va venir récupérer ton commentaire. Et d'ailleurs, il me semble que c'est quelque chose que tu as vu, c'est qu'il vaut mieux faire partie des premiers commentaires pour augmenter ses chances ensuite d'être mentionné dans la réponse de l'IA. Alors, il y a plusieurs points, mais oui, il vaut mieux d'ailleurs même avoir une conversation. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un pose une question, c'est quoi la meilleure raquette de tennis? Et tu as un premier compte qui va dire, bah, moi, j'utilise cette raquette-là depuis 5 ans, elle est super bien. Et là, tu as un autre utilisateur qui va dire, OK, mais est-ce que dans ce cas-là, elle marche bien? Et la première personne répond. Et tout ça crée une conversation hyper réaliste pour le LLM. Et généralement, les conversations remontent bien dans les threads Reddit. Naturellement, en fait, ça fait partie de l'algo de Reddit qui fait remonter les conversations. Et donc, cet ensemble fait que là, tu as vraiment une plus-value. Et donc, le LLM va ingérer ça en disant, OK, j'ai 50, 100 commentaires, mais là, je vois que la conversation se concentre. Il y a un ou plusieurs utilisateurs qui recommandent cette marque de raquette-là, et d'autres marques, évidemment, dans le thread. Mais donc, je vais peut-être mentionner celle-là en première, à la condition très importante, essentielle, c'est que, évidemment, la marque de raquette soit citée par d'autres sources. Parce que c'est vraiment ce qu'on disait, Reddit ne peut pas tout seul faire le job. Je vous montrerai justement dans le truc qu'on montre après, mais il faut vraiment qu'il y ait plusieurs sources, sinon ça ne marche pas. Et donc, nous, on fait un mix de plusieurs choses. On crée effectivement des threads parce que ça nous permet d'aller aborder des sujets qui nous intéressent pour nos clients et des mots-clés qu'on veut les cibler si on a des choses spécifiques à mettre en avant. Donc ça, c'est une première chose qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aller créer ces conversations à l'intérieur des threads existants. Et généralement, on préfère les threads plus récents que d'aller récupérer des threads qui ont 6 mois, 1 an, 2 ans. Pour les deux raisons que tu as dit, c'est si le thread est trop ancien, de toute façon, les modérateurs vont quand même souvent voir que tu es venu par une recherche et c'est pas naturel. Donc, ils n'aiment pas trop. Tu as de fortes chances de te faire ban. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, si tu as déjà 150 commentaires sur le thread, le travail pour arriver à remonter et que ce soit ta marque qui soit citée par un LLM quand il va lire le thread, il est très, très dur, surtout s'il est déjà passé dessus plusieurs fois, etc., et qu'il a déjà enregistré les données. Donc, toi, tu aimes bien, si je résume, partir de zéro. En fait, tu vas créer le thread. Ce que tu pourrais faire, par exemple, et c'est d'ailleurs ce que tu fais peut-être déjà, mais c'est analyser les query fan-out, donc les mots-clés en fait, que les IA vont taper dans Google pour identifier des sources de données par rapport à ton prompt. Ensuite, tu vas créer un nouveau thread Reddit qui va se référencer sur ces mots-clés-là. Et ce thread-là, donc tu vas faire quelque chose qui n'est pas promotionnel pour la marque. Donc, par exemple, si ton client, c'est Decathlon et qui vendent des raquettes de tennis, tu vas plutôt faire quelque chose du style OK, je cherche à acheter une raquette de tennis, voici mon niveau, voilà l'âge que j'ai, qu'est-ce que vous me recommandez? Donc, tu postes ça en thread et ensuite, tu as d'autres comptes Reddit qui vont venir commenter ce thread-là en disant moi, j'ai testé cette raquette, elle est plutôt bien. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire oui, je confirme qu'elle est vraiment bien. Et en fait, tu essaies de créer une discussion naturelle comme ça qui va être récupérée facilement par les LLM et donc qui va influencer les réponses. Ouais, exactement. On fait exactement ce que tu viens de dire et on fait aussi le traditionnel parce que maintenant l'avantage c'est qu'on a nos propres outils pour scraper Reddit, pour écrire les commentaires et donc on arrive à rentrer sur les threads qui existent déjà et donc ça nous permet d'être vraiment partout et de choisir sur les mots-clés qu'on décide où est-ce qu'on va aller poster, etc. pour les clients, mais avec toujours quand même l'idée d'aller un peu plus loin que juste poster un commentaire, créer des conversations, etc., pour que ce soit le plus naturel possible et que ce soit le mieux référencé et d'apporter aussi de la valeur pour les clients, pour les IA et pour que, en fait, on apporte concrètement, on transpose ce que tu pourrais avoir sur un blog qui expliquerait d'un outil dans une réponse Reddit. Alors certes, c'est un peu en jouant avec des comptes, mais en fait, on apporte cette valeur-là de dire, OK, avec cet outil-là, tu peux faire ça, tu peux aller un peu plus loin que ça, etc. On va aussi des fois citer plusieurs marques, parce que tu vois, c'est important comme tu dis, d'une raquette de tennis, en fait, ça va dépendre du niveau. Il y a déjà des débutants, ils ont besoin peut-être de notre client, et en fait, des intermédiaires, ils n'auront pas besoin de notre client, et ils vont prendre une autre marque, et donc c'est pas gênant de citer une autre marque, et ça vient appuyer au fait que le commentaire, il est valuable, et c'est pas de la promo, et c'est pas de la pub pour le client. Donc ça, c'est intéressant. Ok, très clair. Et on va répondre à une dernière question avant de passer à la suite. Une personne, donc c'est Serge qui dit on peut répondre à la première réponse d'un thread existant pour apparaître en. Effectivement, tu peux répondre à un commentaire. Ouais, complètement. Et donc ça peut te permettre effectivement d'être plus facilement récupéré par les IA.
c'est des choses qu'on est on est en train de développer sur Meteoria, des intégrations plus profondes avec Reddit pour venir faire de l'analyse de données de masse, voir à quel point la position du commentaire a un impact sur le fait d'être récupéré par les LLM. Et donc ça va te donnera par la suite des insights assez intéressants, même pour toi, Tom, pour savoir justement où est-ce qu'il faut apparaître dans un thread Reddit pour augmenter tes chances d'être mentionné dans la réponse des IA. Yes, et du coup, je réponds. Donc, la communauté et le thread, c'est la question de Lucille. La communauté, c'est toute une communauté où à l'intérieur, il y aura des threads. Donc, c'est une communauté sur le sujet, par exemple, de prospection. Et à l'intérieur de cette communauté-là, il y a des dizaines de threads qui vont se créer tous les jours avec des questions, avec des feedbacks, des retours d'expérience, etc. Donc, c'est communauté et à l'intérieur, il y a des threads. Et automatiser des bots, tu peux automatiser des bots. Ce qu'on a vu, c'est que Reddit devienne vraiment très très bon pour détecter les bots et que ça devient en fait très difficile d'arriver à poster et que ce soit 100% automatisé. Alors ça change un peu parce que maintenant il y a quand même des outils, des OpenClaw et machin qui sont vraiment meilleurs qu'avant. Donc ce que je dis là est pas forcément vrai et en tout cas l'est de moins en moins. Mais néanmoins quand même sur Reddit, ils ont cette capacité assez forte d'arriver à détecter quand c'est des bots. Et s'il n'y a pas une stratégie un peu plus poussée et d'aller regarder la réponse, les autres commentaires, etc., tu peux te faire ban. Après, il n'y a pas le seul risque, en fait, c'est que tu perds tous tes comptes et que tu sois obligé de recréer des comptes et que ce soit un jeu du chat et de la souris. Et d'ailleurs, si tu veux nous faire du coup un peu des retours d'expérience, parce que tu as tenté pas mal de choses, quand même, tu vois ce qui fonctionne bien sur Reddit. Ouais, il y a donc sur la partie bon là du coup on l'a pas mal abordé, mais répondre à des threads existants, Marocco c'est vraiment attention si le thread il est trop ancien, c'est un risque de ban et donc de ban son compte et donc et avec un impact potentiellement moins fort. Donc c'est possible, mais c'est plus dur de le faire. Donc vaut mieux quand même récupérer des threads qui sont récents et ça permet en plus de se positionner dans des meilleures positions, etc. Donc ça c'est important. Il y a une partie sur Reddit qu'on oublie souvent et qui n'est pas trop mentionnée, mais qui se fait très bien. Tout comme sur Twitter, on a un compte entreprise, sur LinkedIn, on a une page entreprise. Bah, en fait, sur Reddit, on peut tout à fait créer sa propre communauté et créer des comptes entreprises qui sont brandés avec le nom de la marque, etc. Nous, on l'a déjà fait pour des clients et c'est bien vu sur Reddit. Pour le coup, ils acceptent dans la mesure où c'est déclaré. C'est bonjour, je suis un tel de chez Lemlist, je viens avec un compte, j'ai le logo Lemlist, je vais répondre à des questions, donc répondre à des gens qui parlent mal de Lemlist, répondre à des questions sur le call d'email très précises en disant bah moi j'ai l'expertise, je ne vais pas promouvoir Lemlist, je vais juste t'expliquer d'après mon expertise, comme si Idriss en fait il allait répondre à des questions sur la visibilité dans les LLM en disant bah je suis Idriss de Meteoria et voilà comment je peux vous aider sur ce sujet-là. Donc faut pas Mais que ce ça, soit c'est promo. limite quand même. Là, Parce que je ne pourrais pas créer un thread au nom de Meteoria non, en disant Meteoria, c'est le meilleur outil de non, JO parce que je vais me le faire supprimer. ça c'est direct, ça c'est sûr. À part si c'est ma communauté, du coup. Parce que si c'est ta communauté, là, tu fais ce que tu veux. Exactement. Si tu crées demain une communauté qui s'appelle GEO Expert, whatever, là, à partir de ce moment-là, tu peux faire vraiment ce que tu veux parce que tu es modérateur de ta propre communauté. Donc, nous, on l'a fait, on a créé des communautés. Et ça, c'est génial parce qu'en gros, les gens vont venir dans ta communauté et toi, tu peux créer le contenu que tu veux. Et donc, ça te permet de lancer des threads sur les sujets qui t'intéressent. Ça te permet de créer des threads qui sont plutôt des articles, mais qui seront bien référencés parce que Google aime bien cette typologie de thread. Et ça te permet de modérer, d'être sûr que tu te fais baban et que tu te fais pas virer de ta propre communauté. En l'occurrence, pas possible. Donc oui, Par complètement. contre, l'inconvénient, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, si dans ta communauté, il n'y a que 3 personnes, du coup, il n'y aura pas énormément de commentaires et d'upvotes sur tes threads. Et donc ça, c'est des critères qui sont utilisés par Google pour référencer le thread Reddit. Ouais, Donc, si la communauté est très petite, il n'y le aura pas thread a d'impact. moins de chances en fait d'apparaître dans Google et donc d'être récupéré par les LLM. Par Exactement. contre, si tu as plein de comptes Reddit à ta disposition, tu peux en fait dans cette communauté créer un thread et avec les autres comptes Reddit venir commenter et créer en fait un peu artificiellement du coup cet engagement et venir biaiser les algos Google et in fine les algos ChatGPT
en faisant un peu tout ce manège? Ouais, nous on l'a fait au début de manière un peu trop hardcore. On avait créé une dizaine de communautés et on en avait quatre cinq qui marchaient vraiment très très fort parce qu'en fait on avait reproduit tout le système de qu'est-ce qui fait un bon thread et dans un bon thread tu vas avoir 30 commentaires et dans les 30 commentaires tu as X% qui sont des commentaires simples, X% qui sont des commentaires longs, 3% qui vont râler, etc. Donc on avait réussi à reproduire ça et on avait des tonnes de threads qui étaient vraiment super bien, qui rankaient super bien sur Google parce qu'on avait justement, comme tu dis, 30 commentaires, mais qui venaient de nous. Euh, et à un moment donné, un jour, on s'est levé le matin et Reddit avait ban 5 6 de nos communautés du jour au lendemain. Et là, contrairement à ce qu'on disait avant, quand tu perds une communauté, Reddit bloque la page, littéralement. Donc, tu ne peux plus accéder à la communauté. Donc, tu as perdu 100% du travail qui a été fait. Donc, c'est carrément possible de le faire. On continue à le faire avec d'autres communautés, mais on le fait juste beaucoup plus doucement pour pas se Oui. faire. Voilà. Et le but, ce qui s'est passé avec les autres communautés pour le coup qui sont restées en vie, et c'est ce qu'on voulait, c'est qu'en fait, à un moment donné, des vrais utilisateurs sont venus et maintenant elles s'auto-gèrent toutes seules. C'est-à-dire que nous, on est toujours modérateurs, donc on peut publier le contenu qu'on veut et on est maître à bord. Mais par contre, c'est des vrais utilisateurs qui viennent, qui posent des vraies questions. Alors, il y a sûrement d'autres agences qui viennent aussi dans nos communautés ou des concurrents de nos clients. Mais donc là, ça nous permet de les modérer. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais en tout cas, voilà. Après, ça crée, une fois qu'on a créé les premières briques de la communauté, elle peut être utilisée, super Et bien. ça, c'est ultra puissant parce qu'en fait, tu contrôles, donc tu es le propre modérateur de ta communauté, donc tu contrôles ce qui peut être dit, donc tu peux faire la promotion de ta marque sans que ça soit supprimé par un modérateur parce que c'est toi le modérateur. Et tu me disais tout à l'heure qu'en fait, en France, il y a un énorme potentiel sur ça parce que c'est très peu concurrentiel. Il n'y Ouais. a pas encore beaucoup de marques qui utilisent Reddit, donc il n'y a pas beaucoup de communautés françaises en fait sur les sujets qui sont associés aux produits et aux services que vendent les marques. Et donc, c'est intéressant pour une marque d'être un peu précurseur à ce niveau-là, de créer sa propre communauté, ou en tout cas de se faire assister par quelqu'un comme toi pour la création et ensuite la gestion de la communauté. Ouais, c'est en fait ce qu'on a vu, c'est que Reddit, bah, c'est quand même plutôt une plateforme américaine à la base, et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, de subreddits et de threads qui sont créés en anglais. Et en français, en fait, il n'y a pas grand-chose, notamment nous dans les sujets tech, SaaS, etc. Entreprises, bah, il y en a quatre, cinq communautés et elles sont grosses, mais elles sont pas hyper grosses. Et donc, ça veut dire qu'il y a une grosse opportunité d'aller créer des communautés que ce soit brandé ou que ce soit des communautés un peu plus sur le sujet de la marque. Mais il y a une vraie opportunité et d'aller pusher du contenu dessus pour la faire référencer, que ce soit par Google et par les LLM. Et du coup, j'en profite pour répondre à Serge qui demande qui dit que les LLM et Google privilégient en général les grosses communautés. C'est vrai, mais en fait, à partir du moment où un thread, d'ailleurs, ils ne privilégient pas les communautés, ils privilégient les threads et le nombre de commentaires qu'il y a dans le thread. Et je vous montrerai juste après. Là, j'ai un thread qui rank ultra bien sur Google et il a, que je dise pas de bêtises, il a 18 commentaires dans une toute petite communauté. Donc en fait, mais parce que je suis sur une query qui n'est pas ultra concurrentielle parce qu'elle est en français. Et donc ça, c'est là où c'est vraiment intéressant de se positionner sur le français, en tout cas. Et je fais d'autres questions en passage. De Nietzsche, dans ton agence, tu fais manuellement. Nous, on fait 90% automatisé, c'est-à-dire la partie scrapping, la partie récupération des sujets, la partie monitoring sur Reddit, tout ça se fait automatiquement. Par contre, la partie posting et aller vérifier sur Reddit ce qui se passe, ce qui se dit, etc., ça, on le fait manuellement. Euh, Peut-être qu'un jour, on arrivera à l'automatiser, mais pour l'instant, on a fait le choix de le faire manuellement parce qu'on est une agence, ça nous permet d'aller vite là-dessus. Et Twitter c'est un peu le nouveau Twitter en termes de relations clients du coup. Exactement. C'est vraiment on crée. Il y a des très grosses communautés. HubSpot par exemple, ils ont une communauté. Les gens posent des questions sur HubSpot, etc. Il y a des comptes brandés HubSpot qui répondent à ça. Euh, et créer un subreddit de sa marque, mais dans mon cas, ma direction a peur que ça devienne la poubelle des clients énervés. Alors, c'est complètement. J'ai parlé avec une marque française qui est plutôt détestée en général, que je peux pas citer, et on s'est posé exactement cette question-là.
L'avantage, si je puis dire, c'est que la communauté, en fait, tu peux filtrer tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux bloquer en fait tous les posts qui seraient négatifs. Moi, je pense qu'il faut aussi en laisser passer parce que ça te permet aussi de répondre, de donner des arguments, etc. Mais tu peux complètement modérer tous les mauvais commentaires et donc en fait être sûr que tout ce qui va se dire sur ta marque dans cette communauté-là, ce sera modéré en tout cas. Donc voilà, ça c'est possible. Yes. Du coup, je partageais un peu là, donc c'est l'exemple en fait du thread Reddit que tu as créé. Ouais. Donc c'était quoi un peu ton workflow là? L'objectif c'était de faire apparaître le client sur quand on demande à ChatGPT quel est le meilleur cabinet comptable à Montpellier. Exactement. En gros, donc l'idée de base c'était je voulais faire un test, je voulais valider si j'arrivais sur une query française locale de faire ressortir quelque chose, que ce soit sur Google ou sur ChatGPT, et en partant d'une petite communauté. Et alors, j'ai pris mon comptable parce que je l'aime bien. Donc, c'est gratuit. Je ne lui ai même pas dit d'ailleurs. C'était vraiment pour faire un test. Et donc, j'ai posé cette question-là. Et donc, le thread, je l'ai fait il y a 12 jours. Donc, il est assez récent. Et j'ai juste demandé, bah voilà, est-ce qu'il y a un bon cabinet comptable à Montpellier? Et à l'intérieur, je suis allé poster plusieurs réponses pour mentionner notamment mon cabinet et d'autres cabinets pour faire différentes réponses. Et donc, il y a 2 choses intéressantes qui en sont sorties. Si tu veux passer à la slide d'après. Ouais. La première, c'est qu'en fait, donc là, je suis sur un chat GPT en navigation privée, donc qui ne me connaît pas, donc il n'y a pas d'influence de ma navigation dessus. Et je lui ai demandé des cabinets, un peu la même question, est-ce que tu as un bon cabinet comptable à me recommander à Montpellier? Donc, le premier apprentissage, c'est qu'il ne m'a pas cité mon cabinet à moi, pour la simple et bonne raison que mon cabinet à moi, il a peut-être une fiche Google, mais il y a 2 reviews. Il n'a aucun article qui parle de lui. Ils n'ont même pas de site web. Donc, en fait, la logique de ce qu'on disait au début du multifactoriel pour être cité, elle est clairement à l'appareil ici. C'est-à-dire Reddit ne suffit pas à faire mentionner ta marque. Néanmoins, le truc qui est vraiment cool, c'est que après quelques jours, en fait, ChatGPT cite mon thread et cite un des commentaires qui parlait d'un autre cabinet, donc Number, qui avait été écrit là-dessus. Donc ça montre quand même que sur le français, parce que pour avoir ce résultat-là aussi vite sur l'anglais, c'est plus dur, hein, je vous le dis, on l'a testé, mais en gros, sur le français, on arrive à influencer la réponse d'un LLM en quelques jours. Et ça, c'est assez ouf en termes de résultats. C'est super intéressant si tu l'as juste complété, parce qu'en fait, là, tu as fait une recherche locale. Les recherches locales, c'est un peu particulier dans le ChatGPT, en fait. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que souvent, quand tu rajoutes le nom de la ville, tu cherches par exemple donc là, un cabinet comptable dans une ville, il va faire un scrapping de Google localisation, donc Google Maps. Il va récupérer plein d'entités, donc d'entreprises qui sont référencées en fait sur les query fan-out associés à ce scrapping-là. Et donc là, typiquement, le mot-clé qu'il a dû taper, ça doit être comptable plus ta ville, donc Montpellier. Il a identifié peut-être une vingtaine, une trentaine d'acteurs. Et ensuite, il doit faire un choix. Et ce choix-là, souvent, il va le faire en fonction du nombre d'avis Google qu'il a, parce que vu qu'il scrape Google, il peut aussi récupérer les avis Google, il peut récupérer plein d'infos. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il a aussi associé le cabinet comptable, donc Number, avec la source Reddit, parce qu'en fait, il allait croiser des informations de Google Maps et des informations scrappées dans Google Search. Il est tombé sur ton Reddit, ça a donné du poids à Number, et du coup, il l'a affiché en numéro 1. Exactement. Donc, en fait, en faisant ça, tu donnes plus de poids à l'algo de ChatGPT qui va ensuite choisir quelle entreprise mettre dans sa réponse. Ouais, c'est hyper intéressant et en tout cas, ça montre qu'on a un pouvoir d'influencer assez rapidement et évidemment qu'il faut être multifactoriel parce qu'une seule source ne suffit pas et donc bon ça on l'a déjà répété mais donc c'est intéressant et le deuxième juste la slide d'après c'est pareil en fait bon ok j'ai un bon cabinet comptable à Montpellier mais on avait testé sur meilleur cabinet comptable à Montpellier et le thread en l'occurrence ressort en première position sur Google donc il était en top 10 sur meilleur cabinet comptable à Montpellier, qui est quand même un bon mot-clé pour le coup si tu as un cabinet comptable à Montpellier. Ouais, honnêtement, c'est assez impressionnant. Alors, je pense qu'en France, le trafic qui viendrait directement de quelqu'un qui ferait ce search-là, qui irait sur Reddit et qui irait contacter le cabinet, il est faible
parce que je ne sais pas quel impact Reddit a en direct sur les gens en France, mais pour le coup, on sait que du coup, quand même, pour Google, ça a de la valeur, et donc pour les LLM, ça a de la valeur. Donc c'est assez intéressant, et ça doit quand même marcher en partie, parce qu'il y a quand même des gens qui vont sur Reddit en France et qui Et, peuvent et être impactés. ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je pense que sur quand ChatGPT fait sa recherche, son query fanout, donc son mot-clé en français, il tombe pas souvent sur de Reddit parce qu'il y a moins de pages Reddit qui ont été créées en France, en tout cas dans la langue française qu'en langue anglaise. Et donc, même si toi, tu n'étais pas en numéro 1, si tu étais potentiellement en 8e, son algo, vu qu'il a tendance à favoriser Reddit, il viendrait te récupérer. Ouais. Donc, tu es presque sûr, je pense, d'être utilisé en tant que source de données si tu positionnes des Reddit et que tu es le seul Reddit dans la SERP Google sur le mot-clé en question. Ouais, complètement. Donc c'est vraiment très cool. Je fais quelques commentaires au passage. Serge, tu sais, Serge, nous, on a des communautés petites. Pardon, Serge qui dit la communauté sera difficilement reprise par les LLM ou par Google. Il privilégie en général les grosses communautés. Oui, évidemment, mais nous, on a réussi. Donc, on a eu des use cases avec des clients qui avaient des threads Reddit sur eux qui n'étaient pas ultra positifs, ou un espèce de hater qui avait fait un thread Reddit pas très sympa, et il nous disait est-ce que vous pouvez remplacer ce thread-là? Et au bout de 3 mois à peu près, on arrivait à créer des nouveaux threads dans des plus petites communautés ou des communautés à nous, et à les dépasser. Parce qu'il y a quand même la primeur pour Google de si le thread a des nouveaux commentaires, a des nouvelles interactions, il va finir par le faire remonter en priorité s'il y a plus de commentaires que sur l'ancien thread. Tu remplaçais sur le même mot-clé SEO Ouais. que tu taperais dans Google, tu remplaces l'ancien thread par ton nouveau thread. Exactement. C'est review, le nom du client, etc. Et en fait, ils avaient un thread qui n'était pas très sympa, et donc on arrive à passer au-dessus des anciens threads. Donc ça, c'est plutôt intéressant. cool. Donc si tu remplaces aussi dans Google, tu remplaces aussi dans les LLM. En tout donc, cas, pareil, tu dois influencer plus de manière positive, effectivement. Je pense que le LLM a peut-être gardé quand même en mémoire, ou en tout cas, il y a peut-être des choses de l'ancien thread qui ressortent, mais tu rajoutes une nouvelle couche qui est plutôt positive sur le client. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut-il garder un rythme dans la création des threads par rapport à l'algorithme de Reddit? Alors oui, si tu bombardes 200 threads par jour dans ta communauté, je pense que tu vas te faire ban. Par contre, quand tu es modérateur, Reddit te recommande de créer des threads dans ta propre communauté. Donc ça, en fait, tu peux y aller parce que c'est pas mal vu par Reddit. Ce qui est mal vu, c'est s'il y a des bots qui viennent dans ta communauté poster. Mais par contre, que toi, tu crées du contenu, tu crées 10 threads par jour dans ta communauté par toi-même, ça, c'est pas un souci. Si tu as d'autres personnes qui viennent, c'est pareil, c'est pas grave, mais il faut pas trop, parce que là, pour le coup, tu pourrais te faire ban. J'ai fait des stats sur les SaaS aux US d'après des scraps, et au final, à part quelques exceptions, oui, donc pardon, c'était le commentaire de Serge. Y a-t-il des moyens de connaître les données de recherche de l'un ou l'autre mot-clé pour savoir si tout ça est pertinent pour nous? Idriss, c'est peut-être plutôt pour toi cette question. Oui, alors si la question elle est par rapport au SEO, alors oui, par exemple, si Google a une API où il y a d'autres outils tiers qui permettent en fait de taper un mot-clé, par exemple meilleur cabinet comptable Montpellier, et de voir la volumétrie de recherche, et donc de savoir effectivement le nombre de personnes qui vont le taper. Donc dans Google, on peut très facilement le savoir. Dans les LLM, c'est un peu plus compliqué. Ils sont assez opaques sur ça, ils ne partagent pas d'informations pour le moment. Et nous, ce qu'on fait sur Meteoria, en fait, c'est que si par exemple, tu monitores le prompt quel est le meilleur cabinet comptable à Montpellier, on va transformer ta question en mot-clé, donc qui serait utilisé par Google. Donc par exemple, ça pourrait être meilleur cabinet comptable Montpellier. Et ce mot-clé-là, Google va nous renvoyer la volumétrie de recherche. Et ensuite, en fonction du nombre d'utilisateurs de Google et du nombre d'utilisateurs des LLM, on a un algorithme qui va estimer le nombre de fois que la question associée à ce mot-clé a été recherchée, du coup, dans ChatGPT, Perplexity et compagnie. Donc, ça reste des estimations, mais c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir cette information-là. Léane qui dit lorsqu'on fait des recherches en français, on tombe parfois sur des threads Reddit en anglais traduits automatiquement aussi. Non, oui, exactement. Tout à fait. Le sujet, nous, qu'on a, c'est que nos clients
français sur lesquels on va aller travailler sur des threads français, c'est que souvent il n'y a pas il y a pas de discussion en anglais sur leur sujet, donc en fait il n'y a pas de thread qui serait traduit et référencé, mais oui, c'est complètement possible c'est complètement possible. Lucas, quelle est la durée de vie moyenne d'un thread dans les résultats de recherche? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. Enfin, si j'ai la réponse, pardon. Enfin, pas une réponse sûre, mais nous, par exemple, j'ai un thread que j'avais créé pour Mail Tracker il y a 12 mois. Je peux vous le montrer, peut-être. Tu peux partager ton écran. Ouais. Tac. Est-ce que... Je sais pas si votre demande a été envoyé. Hop, je pense que... Hop, ça devrait être bon. Voilà. Donc, sur la query Best Email Tracking Tool, autant vous dire que c'est une query qui est très concurrentielle. Et donc, ça, c'est un thread que j'avais créé moi, il y a 12 mois, qui était dans une communauté à nous et qui est toujours là. Et en plus, j'avais pu mettre un petit lien sur notre produit. Ce thread, alors, j'ai pas sur ce compte-là, mais il a été vu 48 000 fois. Je crois. Donc, en termes de volume et de trafic, c'est assez énorme. Et donc, il a 12 mois, il est toujours là. Donc, pour répondre à ta question, il y a vraiment des threads qui restent très, très longtemps et qui peuvent être référencés. En fait, le seul risque, je pense, c'est s'il y a quelqu'un d'autre qui vient positionner un nouveau thread avec à peu près les mêmes mots-clés. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des concurrents à moi de Mail Tracker, n'allez pas faire ça. Et qui viendraient positionner et faire le même thread. Donc là, oui, qui serait sûrement remplacé. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas tellement de risques. Hop, et si je reviens du coup sur la présentation. Donc, hop, ce que tu disais, donc, c'est que donc tu fais tout ce travail-là, donc ça a un impact direct sur le taux de visibilité de tes clients dans les réponses des IA. Donc, tu vas constater en fait une augmentation. Plus tu vas avoir de threads Reddit que tu as créés, de commentaires qui sont utilisés en tant que source de données par les IA et donc qui mentionnent les marques de tes clients, plus la marque a de chances d'être mentionnée dans la réponse. Ouais, complètement. Donc, on a vu deux patterns là avec les clients, enfin plus, mais principal pattern qu'on a vu avec des clients, c'est que notamment on a l'Emlist en client qui est depuis quelques mois. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que on a réussi à dépasser toute la concurrence. Donc sur Meteoria, il y a une brand distribution, on voit les logos et donc ils sont bien au-dessus de tout le monde et notamment de marques beaucoup plus grosses qu'eux, tu vois. Apollo, Clé, etc., qui sont à plus de 200 millions d'ARR. Donc, évidemment, les MLIs font un taf de ouf sur plein de sujets, mais on pense que quand même, l'influence de Reddit, après plusieurs mois, fait que ça permet de passer au-dessus de concurrents plus gros qu'eux. Et le deuxième pattern qu'on voit vraiment sur tous nos clients, c'est que Reddit, c'est la première source, et de loin, par exemple, sur l'Emlist. Peut-être je vous partage rapidement mon écran. Comme ça, on voit un peu Meteoria. Hop. Voilà. Donc, ce que je vous disais, donc l'Emlist, ils ont une visibilité en moyenne de 50% sur les prompts. Ils sont en première marque devant tout le monde, donc devant des HubSpot, Smartlead, Reply.io. Là, c'est le plus parlant. En fait, ils sont vraiment au-dessus de la mêlée par rapport à tout le monde, donc c'est plutôt cool. Et ce qu'on voit en termes de sources et crédits est de loin, mais il est de loin avec 2500 citations versus, voilà, on est vraiment très, très loin. Et donc là, on se dit, OK, a priori, le travail qu'on a fait avec eux paye bien et a donné une bonne visibilité. Donc eux, ça fait 12 mois qu'on travaille avec eux, donc c'est quand même plus long. Et encore une fois, ils ont des tonnes d'autres sources. Il y a un point d'ailleurs qui n'a rien à voir avec Reddit, mais tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, je vois très souvent des concurrents qui citent beaucoup nos clients. Et c'est ça qui les fait ressortir dans les LLM. Et donc ça, je ne sais pas comment ça se gère, mais en tout cas, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, on se positionnait en disant alternative to l'Emlist pour essayer d'être en premier sur Google, sauf qu'en fait, les 10 mecs qu'on fait alternative sur tous les l'Emlist, on fait ressortir l'Emlist comme étant la meilleure marque de cold email. C'est ça. Partout. C'est ça l'idée, ouais. Parce qu'avant, ce que tu faisais, c'est que tu créais un article comparateur et donc tu te disais, la personne va voir les alternatives à mon concurrent, mais moi, je vais me mettre en première des alternatives et je vais aussi en mentionner d'autres.
Et là, l'idée, c'est que maintenant, ChatGPT, bah, il ne récupère pas forcément uniquement la première alternative, il peut récupérer qui veut dans le contenu. Donc, ça peut effectivement se retourner contre toi. Ouais, complètement. Voilà, donc ce qu'on voit avec nos clients, c'est qu'on arrive à augmenter leur visibilité dans les LLM, que nos threads sont cités après quelques semaines, donc ça c'est plutôt cool. Quand on pose la question à ChatGPT, bah, comme je vous ai montré sur le cabinet comptable, que le trafic, bon ça c'est pas que nous, c'est le trafic qui vient de ChatGPT est ultra qualifié. Il convertit, j'ai pas les chiffres, je sais pas si tu les as, mais c'était 2 ou 3 fois plus que. Ça dépend des marques. On a fait une conférence il y a quelques semaines avec Cdiscount et ils nous disaient que eux, ça convertissait 3 ou 4 fois plus Ouais, que. que Ça restait encore faible, mais par contre, en termes de conversion, c'était ce qu'ils ouais, voyaient dans les études, donc que les leads étaient beaucoup plus qualifiés. Et ça fait sens parce qu'en fait, la personne a déjà discuté avec le LLM potentiellement pendant quelques minutes complètement. et elle s'est fait convaincre. Donc, elle arrive et elle est déjà enfin, beaucoup plus proche de la conversion. Ouais. Et puis, ça va te ramener aussi ça va impacter du coup ta visibilité dans le LLM, mais pas que. Ça va te ramener du trafic aussi qui vient de Reddit directement. Ça va t'amener, enfin, ça t'apporte beaucoup plus que uniquement de la visibilité dans les IA. Ouais, complètement. Pour répondre aux questions de Julie, donc sur des threads très concurrentiels, celui qui va le mieux remonter, c'est celui qui a le plus d'interactions. Oui et non, parce qu'il y a des trucs bizarres où des fois, on va avoir 40 commentaires et plein d'upvotes, et il y en a un qui continue à se maintenir avec 20 commentaires. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a quand même des fois, on n'a pas la réponse et on n'y arrive pas toujours. Mais en théorie, de ce qu'on a vu, la plupart du temps, si tu as des commentaires, tu as de l'interaction, tu as des conversations, tu as des upvotes, le thread finit par passer au-dessus. Notamment, on a fait pas mal ça à un moment donné, on faisait alternatif tout. Alors là, maintenant, Google le pénalise, donc on a arrêté, mais on arrivait à remonter vraiment dans des superpositions comme ça. Non, je pense pas que ça. Ou alors cela dépend de la fiabilité du groupe mère. Pour le coup, je pense pas que c'est un impact. Est-ce que Reddit est adapté pour le B2B? Nous, on a quasiment que des clients B2B. Donc oui, oui, très très adapté. En fait, c'est adapté pour le B2B, B2C. On a des clients B2C sur du shop, de la fashion, etc. Ça cartonne en termes de vues, mais le B2B marche très 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 bien en fait aussi. Et même on a des sujets cybersécurité, tech un peu poussés, et ça marche aussi très bien. Et du coup, j'en profite pour faire un peu une transition parce que sur Metaria, on est en train de développer, alors pour le moment, c'est en bêta, mais ça va bientôt sortir pour le grand public, des fonctionnalités justement qui vont aider les marques et aussi les agences comme la tienne à améliorer leur visibilité sur Reddit. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est capable déjà de détecter quand Reddit est utilisé en tant que source de données par les IA, quels sont les mots-clés que les IA vont aussi taper dans Google pour aller récupérer des sources. Et en fait, l'objectif, ça va être de vous mettre à disposition des comptes Reddit qui sont warm-up, donc qui ont du karma, pour que vous puissiez aller justement créer des nouveaux threads Reddit ou aller commenter des Reddit existants. Et là, il va y avoir deux options. Donc, soit vous rédigez vous-même votre thread et votre commentaire et il sera publié sur un de nos comptes, soit, c'est ce qu'on vous recommande, vous passez plutôt par un expert comme Tom qui, lui, connaît très bien ces stratégies-là, qui va savoir ce qu'il va falloir publier sur Reddit, à la fois en termes de thread et de commentaires. Donc, c'est tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et je vous conseille plutôt de faire ça parce que si vous commencez à publier mais que vous ne respectez pas la bonne stratégie, en fait, vos commentaires et vos threads vont se faire supprimer. Et à la fin, l'impact, Tom, dis-moi si je me trompe, mais du coup, sera négligeable parce que si le thread ne reste pas ou le commentaire ne reste pas, il n'est pas récupéré par les IA. Et sur Reddit, c'est très difficile, en tout cas, à part quand on a sa propre communauté, de faire en sorte que ces threads et commentaires passent le filtre des modérateurs. Ouais, nous, pour vous donner les chiffres, on publie entre 3 et 5 000 commentaires par mois, tous clients confondus. Et on a un taux de suppression de 20%. Donc, c'est quand même assez énorme, en sachant que maintenant, on a la capacité, de manière automatique, d'analyser dans quel subreddit on arrive à poster, dans lesquels on se fait tout le temps ban, quelle longueur de commentaires marche par communauté, par produit. Donc, on a poussé très très loin l'analyse et malgré ça, on perd quand même 20% de tous les commentaires qu'on poste. Donc oui,
c'est devenu un peu compliqué sur Reddit. Je pense que c'est encore faisable. Quand on le fait à la main et qu'on le fait bien, je pense que n'importe qui peut le faire, créer son compte Reddit et aller poster. Et c'est plus si on veut scale, si on veut aller un peu plus fort que ça a un intérêt. Mais en tout cas, ça peut se faire à la main. Mais c'est intéressant justement que ça soit compliqué parce que ça veut dire que tes concurrents vont pas pouvoir le faire facilement. Il y a une barrière à l'entrée. Donc, si toi, tu réussis à le faire, bah, tu prends un avantage concurrentiel. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Surtout, encore une fois, sur là, je le dis parce qu'on fait une conf en français. Le marché français, pour moi, il n'y a rien qui est fait quasiment. Et donc, il y a des vraies opportunités, que ce soit des grandes marques, mais même des marques intermédiaires, à créer une communauté. Parce qu'en fait, c'est un investissement sur les 5 prochaines années, quoi. C'est ça, c'est ça. Et bah, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, on a un peu débordé. Donc là, il est midi, ça devait se terminer à 15 minutes. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je ne sais pas, Tom, si tu as un dernier mot pour la fin. Est-ce que tu as donné toutes tes informations? Il me semble qu'on a été très assidus sur les questions. On a répondu à chacune des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez les renvoyer. On pourra reprendre encore 5-6 minutes pour répondre aux dernières. J'en profite aussi pour vous envoyer le lien de notre prochain webinar qui aura lieu dans 3 semaines, qui est un webinar sur le GEO pour les e-commerçants. Comment apparaître dans les carousels produits ChatGPT. On reprend en fait une conférence qu'on a faite il y a quelques semaines au SEO Summit, où on avait eu la chance de la co-animer avec un de nos clients, Cdiscount, qui, bah, du coup, forcément pour eux, c'est un enjeu numéro 1. Quand quelqu'un va taper une question liée à un produit sur ChatGPT, comment faire pour que son site web soit mentionné dans les options d'achat des carousels produits ChatGPT. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je ne sais pas s'il nous reste quelques questions. Alors oui, le replay sera disponible. Il sera disponible directement sur Webikio. Et bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer là. Je ne sais pas, Tom, si tu voulais rajouter d'autres choses ou tu as été quand même assez exhaustif là sur les explications. On a fait le tour. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est faisable d'aller sur Reddit, il y a des opportunités. Vous n'avez pas forcément besoin d'une agence pour vous aider. Nous, on le fait surtout sur des clients qui n'ont pas forcément le temps de s'y mettre. Donc, n'ayez pas peur. Et il n'y a pas de conséquences à tester, se faire ban. Peu de conséquences, donc faut le tester et puis apprendre, quoi. C'est ça. Au pire, tu perds un commentaire, mais il n'y a rien de dramatique et tu peux continuer de tester. J'ai mis le lien là, vous l'avez dans les favoris, le lien du Calendly pour prendre rendez-vous avec Tom si vous le souhaitez. Aussi le lien du Calendly Meteoria si jamais vous voulez une démo de l'outil ou des conseils sur le GEO. Et un formulaire aussi. Si vous avez des questions très spécifiques, vous pouvez remplir le formulaire et on vous recontactera du coup et on répondra à vos questions. Bah, je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à Tom du coup d'avoir animé avec moi. Salut. Bye.